Waouh, Marion, elle rêvait de beaucoup de choses et c'est vrai que j'y pense très très souvent. Le nom aujourd'hui de notre marque qui s'appelle Pauline, c'est le mélange de Paulette et Jacqueline qui sont nos mamies, c'est pour le petit clin d'œil. Beaucoup de femmes qui entreprennent aussi, on a toujours eu des soucis avec notre alimentation. On a eu longtemps une relation très très conflictuelle avec la nourriture et c'est pour ça que l'idée de Pauline, et même si on crée par la suite d'autres produits, c'est vraiment de créer des produits qui soient sains et gourmands. Là, sur notre première année, nos 16 premiers mois, on est déjà rentable. Mais l'entrepreneuriat t'aide à te connaître. Moi, l'entrepreneuriat, clairement, m'a sauvé la vie. Je pense que c'est exactement ce dont je rêvais quand j'étais petite. Bonjour Marion. Bonjour Déborah. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Grenoble. Tu nous fais l'honneur de venir justement de ta ville. Merci pour l'invitation, je suis trop heureuse d'être là. On va vraiment très très contente. On va rentrer dans le détail. Tu sais, le podcast c'est à cœur ouvert. J'aime bien comprendre l'histoire des entrepreneurs. Comment tu es arrivée aujourd'hui. Alors tu n'es pas très vieille, tu as une vingtaine d'années on va dire, mais ça m'épate constamment de comment d'une passion, d'une envie, d'un projet, d'une rage de vivre, on arrive à créer un produit ou un service. Mais avant de parler de Pauline, pour teaser un petit peu les internautes, c'est Marion, elle rêvait de quoi petite? Waouh, Marion, elle rêvait de beaucoup de choses et c'est vrai que j'y pense très très souvent de voilà, qu'est-ce que j'avais envie de faire? Est-ce que je suis alignée avec ce que je fais? Je pense que j'ai toujours voulu sortir de ma zone de confort et sortir de mon petit village, de mon petit patelin. Je suis née à côté de Mulhouse. C'est vrai que je suis vraiment née pas loin de la campagne, en province, quoi. Et j'ai des parents entrepreneurs. Et je pense que j'ai toujours voulu une vie assez hors norme. J'ai jamais voulu avoir une vie standard. Et je pense que j'ai toujours tout fait pour avoir cette vie-là. Mais quand tu avais 5 ans, quand tu avais 10 ans, tu rêvais de quoi? Parce que des fois, on dit les filles, elles rêvent d'être présentatrices, elles rêvent d'être coiffeuses. C'était quoi ton rêve? Au tout début, moi, j'avais envie d'être vétérinaire, évidemment. Je suis vraiment une amoureuse des animaux. Et c'est marrant parce que ça me fait penser qu'en étant en maternelle, on devait s'habiller de comment on avait envie d'être plus tard, en fait. Et moi, j'avais été en star. J'avais un énorme un Taylor boa Swift. fuchsia, ouais, vraiment très, très star avec mon micro. J'adorais la musique. J'ai fait longtemps du piano, de la guitare aussi, de la flûte traversière. Je faisais partie d'un orchestre aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de lumière. Mise en lumière. On va faire le lien avec Pauline parce Ouais. que tu nous parles de cette enfance et on est vraiment dans un produit food. Comment se passent ces années avant d'arriver à la rencontre de Margot dont on va parler après? Margot, je l'ai rencontrée à 18 ans quand je suis arrivée en école de commerce, du coup. C'est vrai que ça a été un coup de foudre amical. Pour la petite histoire, on était dans le même cours d'anglais. Et c'était la première semaine, du coup, de notre école de commerce à Strasbourg. Et en fait, on devait parler un petit peu de nos passions. Et puis moi, j'avais dit que j'adorais les voyages et le luxe, etc. Et à la fin du cours d'anglais, elle m'a couru après dans la rue. Et elle m'a dit, vraiment, elle était trop mignonne. Ah, en anglais, t'as dit que t'aimais les voyages. En gros, est-ce que tu veux être mon amie, quoi? Oui. Bref, depuis ce moment, on s'est plus jamais lâché. On a beaucoup voyagé et voilà, on a fait quand même beaucoup de choses. Margot a fait beaucoup d'expériences quand même dans l'agroalimentaire. Beaucoup plus Oui. tourné food. Et moi, j'étais plus com et luxe. Plutôt expérience dans le luxe. Ce qui est marrant, c'est que dans les offs de notre préparation, tu nous disais que Margot est à l'opposé de toi, qu'elle est plus introvertie, mais du coup, elle est un peu plus posée dans la réflexion de production. Et toi, tu vas être dans le relationnel, dans la communication. Et je trouve ça chouette de dire, en fait, notre opposé, entre guillemets, vient renforcer une expertise. Comment vous êtes arrivé un jour à vous dire, on va mettre en place une société start-up dans des produits de la food. Comment ça s'est passé dans votre tête, en fait? C'est vrai que je pense que je m'en souviendrai absolument toujours. Et effectivement, on est très, très complémentaires avec Margot. Le 10 août 2021, du coup, on se retrouve à Paris. Elle avait fait 6 mois en Suède. Et moi, ça faisait déjà à ce moment-là, du coup, plus d'1 an que j'étais freelance en communication. Donc, j'avais déjà entrepris. Et j'avais vraiment envie de créer un produit. Parce que pour l'expérience, le branding, c'est quand même très, très différent d'un service. Et on commence à discuter, on se retrouve à Paris, ensemble, on discute. Et forcément, si on devait entreprendre ensemble, ça serait dans la food. On est toujours là à tester des nouveaux produits, des nouveaux restaurants, des concepts. C'est vraiment ce qui nous lie, quoi. Et puis, on commence à avoir un petit peu des idées. Et c'est vrai qu'on parle de notre enfance. Et on se dit que toutes les deux, on faisait des confitures de légumes avec nos grands-mères.
Donc sa grand-mère qui s'appelle Jacqueline et ma grand-mère qui s'appelle Paulette. Donc le nom aujourd'hui de notre marque qui s'appelle Pauline, c'est le mélange de Paulette et Jacqueline qui sont nos mamies, c'est pour le petit clin d'œil. Et au début, on cherchait vraiment cette confiture de poivron en fait. On se disait mais c'est dingue, elles en faisaient. Et on commence à faire toutes les épiceries parisiennes. On va au bon marché. Et en fait, on n'en trouve pas. On en cherche partout. Et ce fameux 10 août 2021, on en cherche partout dans Paris. Et moins on en trouve, plus on est heureuse et on se dit mais c'est dingue. Et après, du coup, on l'a étendu aux confitures de légumes. Et on s'est dit mais c'est un produit que personne ne connaît. Tout le monde connaît la confiture de fraises qu'on mange au petit déjeuner, voilà. La confiture de figues qu'on mange avec les fromages. Mais personne ne connaît une confiture de patates douces vanille qu'on mange avec du morbier, par exemple. Quoi. Ah, mais si on demande, je pense, à 100 personnes, qu'est-ce que pour toi une confiture, ils vont dire de sucre. Complètement. En tout cas, de sucre, de fruits, exactement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai travail de démocratisation. La première question qu'on nous pose, c'est est-ce que c'est sucré ? Donc oui, c'est sucré, mais beaucoup moins sucré qu'une confiture traditionnelle. Et on pense tout de suite fruits. Et c'est bizarre parce qu'au Moyen-Âge, justement, ils faisaient la confiture de fruits, de légumes et de fleurs. Donc les gelées de fleurs, par exemple, sont restées. Mais du coup, pas les confitures de légumes. Mais ça s'est perdu dans la tradition ou au détriment de l'industrie ? Oui, je pense que, et c'est ce qu'on s'est dit avec Margot, c'est qu'une confiture de légumes est beaucoup plus compliquée à faire. C'est beaucoup plus compliqué de faire une confiture d'aubergine qu'une confiture de fraises. Tu as un vrai travail d'épluchage aussi, du légume, de travail, de cuisson, et du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Vos grands-mères sont toujours vivantes ? Oui, bien sûr. Elles sont fières, j'imagine. Elles sont très, très contentes. Et du coup, Paulette, qui est alsacienne, ma mamie, c'est vrai que même dès qu'on passe à la télé et qu'on les met en avant, toutes ses copines l'appellent et elles sont hyper contentes. Même Jacqueline, je pense que ça la dépasse un petit peu plus. C'est plus impressionnant pour elle, mais elles sont hyper contentes. Et du coup, tu nous as expliqué l'histoire de Pauline. Je trouve ça chouette avec l'histoire de vos grands-mères. Moi, j'aime toujours comprendre parce qu'il y a toujours une raison, une explication émotionnelle derrière. C'est quoi, en gros, Pauline, et la valeur ajoutée ? Nous, on fait vraiment des confitures qui sont beaucoup, beaucoup moins sucrées que des confitures traditionnelles. Je dis toujours que c'est des confitures qui sont originales avec plus de légumes et moins de sucre. Déjà, c'est de proposer une alternative qui est très originale par rapport à une confiture de fruits et surtout la manger avec d'autres choses. Nous, c'est vraiment les meilleurs amis des planches de fromage, qu'on mange avec de la charcuterie, vraiment à l'heure de l'apéritif. C'est vraiment une alternative qui est sympa, qui change et on met effectivement beaucoup, beaucoup moins de sucre. Tu dis moins de sucre. Est-ce que justement pour les diabétiques, c'est déconseillé ou c'est conseillé ? Est-ce qu'ils peuvent ? C'est dédié à quel public ? On n'y pensait pas du tout au début quand on s'est lancé, mais effectivement, avec le temps, complètement. Et sur le marché de Noël de Colmar, on était au mois de décembre. On a eu beaucoup de diabétiques et même surtout des femmes diabétiques qui nous contactent via Instagram et nous demandent les étiquettes, la composition des produits et elles en consomment beaucoup plus parce qu'effectivement, pour les diabétiques, il n'y a pas une offre énorme. Là, on a commencé aussi à faire des confitures de fruits. Par exemple, cerise griotte, il y a 85% de fruits, il n'y a même pas 25% de sucre. Donc en fait, techniquement, si on veut parler techniquement, ça peut être même comme une compote à tartiner. On dit confiture pour comprendre que c'est sucré, pour faire comprendre que c'est sucré, mais c'est comme une compote à tartiner en fait, tellement pas de sucre. Donc oui, on peut carrément en manger. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont nous demander justement s'ils peuvent consommer ou moins. Ils cherchent toujours à comprendre, à répondre à une problématique de santé. Donc, il y a le diabète, mais il y a d'autres choses. Il y a aussi des personnes qui ne veulent pas forcément consommer du sucre ou mieux. D'où viennent les produits qui sont dans ces petits pots ? De France, évidemment. Alors, tout est bio. C'est vrai qu'on ne le met peut-être pas assez en avant parce qu'on nous pose beaucoup la question. Mais en fait, déjà, on crée un nouveau produit. C'est la base de faire quelque chose de hyper clean. Je pense qu'on est aussi dans une génération où c'est absolument logique de faire un produit qui soit sain, gourmand, naturel, etc. Donc tout est bio, tous les légumes et les fruits viennent de France. Par exemple, notre confiture oignon curry, l'oignon vient de Wittenheim à côté de chez moi. Donc on prend évidemment les légumes et les fruits qui sont un peu moches, quoi. Pas calibrés pour la grande distribution. Après, bien sûr, quand il n'y en a pas, on en prend d'autres. Mais en tout cas, tout vient de petits producteurs dans le Grand Est et dans le sud de la France, par exemple pour les poivrons et les patates douces. Même les patates douces sont françaises. Au tout départ, j'imagine qu'on se dit, OK, on va faire des confitures de légumes, on va mettre des arômes, des goûts, des variations. Vous êtes inspiré des grands-mères pour les recettes, c'est venu d'où ?
Oui, alors à la base, c'est sûr qu'on s'est inspiré des recettes de nos mamies. Par exemple, mamie Jacqueline, elle faisait une confiture de potimarron. Donc forcément, notre confiture pumpkin cake, potimarron, épices de Noël, elle est carrément inspirée d'elle. Après, on a fait des tests avec Margot parce que pour le coup, on avait nos souvenirs d'enfance, mais on n'en avait jamais fait professionnellement. Donc même quand j'étais à Paris, vraiment les premiers tests de Pauline, c'est dans ma petite cuisine de 2 mètres carrés à Paris. Et puis en fait, on a testé plein de choses. Margot s'est formée aussi. Du coup, Margot tenait vraiment à se former. Elle est maître confiturière. Et donc ça, c'est une vraie formation pour apprendre aussi à faire des caramels, des chutneys, des tartinades et surtout des confitures. Et en fait, on a testé des choses. Hein. C'est vraiment des centaines d'heures de tests. On a fait goûter aussi. Quand on a eu l'idée en août 2021, on a très rapidement fait goûter. Donc, on a fait un événement avec 50 personnes, pas que des proches, parce que forcément, tes proches te disent c'est super, C'est toujours bien. Rien, c'est toujours bien. Donc, on a fait une vingtaine de recettes. Et en fait, sur chaque pot, on avait un QR code avec quelques questions pour noter l'odeur, le goût. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire nos 4 premières saveurs de lancement. Et on a toujours eu cet œil forcément marketing pour créer une gamme qui soit complémentaire. Si tu viens justement à un stand chez Pauline en dégustation, il y a forcément un élément que tu vas aimer. Courgette menthe citron, si tu aimes le côté un peu plus frais. Poivron graines de moutarde, si tu aimes le côté plus apéro barbecue. Donc, on a construit les goûts pour que ça aille très bien ensemble, mais aussi de façon marketing, où tu as forcément une saveur qui va te plaire ou une épice que tu vas adorer. On peut le consommer en apéritif, évidemment, mais aussi pendant des repas, peut-être. Oui, complètement. C'est quoi la consommation habituelle des personnes qui dégustent Ouais, même au petit-déj, c'est vrai que patate douce vanille sur une petite tartine, elle ressemble gustativement beaucoup comme la confiture de Mirabelle ou de Coin. Aubergine cannelle, alors c'est plus la plus gastronomique de toutes. On va la manger plus avec du fromage. Poivron graines de moutarde avec une tartine de chèvre frais, mais aussi en base de tarte, par exemple, en base de pizza. Donc, c'est vraiment pour tous les amoureux de la food, ceux qui aiment cuisiner, vraiment les gourmets, les gourmands, on dit souvent. Qui ont envie de cuisiner et tester des nouvelles associations. Quoi. D'un point de vue nutritionnel, c'est quoi comme valeur calorique indicatif On n'est pas une calorie près. Un petit pot, c'est combien de millilitres Est-ce que tu peux nous dire? Oui, alors le pot standard, il est de 160 grammes. C'est vrai que le premier ingrédient sur toutes les confitures, ça sera forcément le légume ou le fruit. On est entre 60 et 80% de légumes. Ensuite, il y a du sucre. On est, par exemple, sur poivron graines de moutarde, on est aux alentours de 40% de sucre. Et après, il y a de l'épice. Il y a déjà que 3 ingrédients. Il n'y a pas de pectine. Donc, c'est pour ça aussi que c'est vegan, parce que parfois, dans les confitures, tu peux avoir de la pectine. En termes de calories, je ne pourrais pas te répondre. Je sais que, par exemple, sur Yuka, elles sont green, alors que c'est quand même, ça reste du sucre. Oui. Ça reste du sucre blanc, on est bien d'accord. On est sur un produit qui est gourmand, qui est... convivial, ça reste du sucre. Maintenant, on travaille aussi à d'autres alternatives, du coup, sans sucre, mais on a testé avec des choses, des alternatives au sucre, mais tu sens pas le goût du légume. Courgette menthe citron, il faut vraiment avoir un sucre qui soit neutre, en fait. Sinon, tu sens plus la courgette, et alors à ce moment-là, c'est plus intéressant. Tu nous as parlé de l'histoire de vos grands-mères par rapport au nom. Tu nous as parlé aussi de Margot qui était déjà dans l'agroalimentaire. Est-ce qu'il y a un écho de ton histoire qui fait que, comme il n'y a jamais de hasard, tu es arrivée à créer, ou en tout cas co-créer un produit dans la food? Oui, alors je pense que, et comme beaucoup de femmes qui entreprennent aussi, on a toujours eu des soucis avec notre alimentation. Je pense que ça, c'est typiquement féminin. Je pense qu'étant petite, j'étais complètement bourrée de TCA et Margot aussi. On a eu longtemps une relation très, très conflictuelle avec la nourriture. Et c'est pour ça que l'idée de Pauline, et même si on crée par la suite d'autres produits, c'est vraiment de créer des produits qui soient sains et gourmands. On a envie de se faire plaisir. On a envie d'avoir une relation saine avec la nourriture, de manger équilibré, mais pas se restreindre et d'être trop psychorigide aussi à se dire « Ah bah non, ça je peux le manger, ça je peux pas le manger ». On a tellement été matrixés par ça et ça nous a quand même traumatisés qu'en fait, on a eu envie de créer un produit gourmand, convivial et fun.
J'imagine que dans les salons, dans les événements que tu fais, tu parcours, plein de personnes doivent te dire oui, mais j'en ai déjà vu des confitures comme ça. Oui, mais j'ai déjà entendu parler. Tu leur dirais quoi à ces gens-là? Alors, confiture de légumes, on n'a pas souvent, honnêtement, pas souvent. Je te provoque exprès. Ouais, c'est ça. À part la personne qui nous dit ah, une confiture de tomates vertes, d'accord, mon grand-père en faisait, ça me fait très très plaisir. Honnêtement, je pense qu'il n'y a même pas 0,0001% de personnes qui nous disent on connaît. Personne ne connaît. Et c'est aussi. Alors, l'avantage, parce qu'on se démarque, mais l'inconvénient de créer un produit de niche que personne ne connaît, parce qu'il faut le démocratiser. Ça demande beaucoup de temps, de l'argent et beaucoup de dégustation, parce qu'en fait, avant de le goûter, on ne se rend pas vraiment compte du goût que ça a. Et du coup, la plupart des gens pensent que c'est sucré. Donc, c'est bien... que c'est salé, donc c'est bien sucré. Et la deuxième question, c'est avec quoi on les mange. Oui, c'est souvent compliqué. On en parlait avec Raphaël la dernière fois. Mais dans les produits de l'alimentaire, il y a un aspect émotionnel dans l'alimentation. Donc, il y aura forcément des freins en plus qui vont se rajouter en disant oui, alors ça, je connais pas. J'ai l'habitude de ce goût-là de mes grands-mères qui cuisinaient de cette manière-là. Donc, c'est vrai que ça rajoute une charge émotionnelle, mentale dans le produit. Comment vous avez géré face aux personnes qui vont dire « Ah ben non, ça, j'y crois pas trop » ou « Ça, oui, à mon temps, on faisait ça ». Est-ce que tu as déjà eu des remarques ? J'adore sur les salons, ou alors quand les personnes goûtent, ils disent « Ah, moi, j'adore faire de la confiture ». Ou alors, du coup, vu qu'on a gagné le championnat du monde, sur le marché de Colmar, on a une grande pancarte, forcément, championne du monde de confiture 2023. Et honnêtement, je pense qu'il y a au moins 10% des personnes qui passent devant et qui disent « Ah ben non, c'est moi la championne du monde », parce qu'ils font de la confiture aussi. Et ça nous fait rire parce que du coup, en plus, la personne, quand elle dit ça, elle a l'impression que c'est la seule qui dit ça dans la journée, mais en fait, t'es déjà la 100e, tu vois. Et ça nous fait rire parce que la confiture, c'est un produit très français. Effectivement, on a l'habitude que les grands-mères en font. C'est vraiment un produit qui est dans la culture. Maintenant, nous, ça nous passe totalement au-dessus. Il y aura forcément des gens aussi pour critiquer, pour dire que voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Je pense qu'il faut être bien droit dans ses baskets et avoir confiance en soi, parce que sinon, tu changes trop d'avis tout le temps. Oui, puis t'écoutes toutes les remarques, en fin de compte. C'est ça le piège, en fait, parce que surtout, je précise, dans l'alimentaire, c'est encore plus compliqué qu'un produit ou un service plus physique, on va dire, matériel. Oui. C'est que le facteur émotionnel de la personne va changer, va faire varier. L'état de santé de la personne aussi, puisqu'il y a des personnes qui ont des maladies qui vont avoir un goût différent. Donc, c'est toujours intéressant et plus compliqué. Comment se passe ton quotidien de chef d'entreprise ? Comment vous gérez Pauline ? C'est quoi un petit peu l'envers du décor ? Alors nous, on est à distance avec Margot. C'est vrai que depuis le début, on a choisi de pas forcément avoir de bureau, pas recruter vraiment au début. On travaille avec des freelances. On a vraiment des missions très, très séparées au sein de Pauline. Ça a été un choix vraiment dès le début parce qu'en fait, autant on se challenge tout le temps, on demande l'avis de l'autre constamment, mais on a des missions bien réparties et ce qui est bien parce que je pense qu'on a besoin d'être autonome dans notre journée. Margot s'occupe vraiment de la partie très opérationnelle, les conceptions des produits, le marketing produit, la logistique, les commandes, enfin bref, tout ce que j'aime pas faire. Et moi, tout ce que je fais, elle n'aime pas faire. Donc vraiment, moi, je développe, je vends, je crée l'univers, je communique beaucoup. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on fait des choses très, très différentes. Et on adore ce qu'on fait. Et pour autant, toute la journée, en fait, on est en Google Meet, on est en visio. Et en fait, on travaille, même si on est à distance, on travaille. C'est du mais cowork on visio. Reste... Exactement. Et du coup, c'est génial parce qu'on travaille l'une et l'autre. Et puis, dès qu'on a une question, hop, on est hyper dispo. Et ça se passe très bien. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a construit avec le temps. Déjà, à la base, on est amis. Oui, vous connaissez bien. Donc, on se connaît très, très bien. Mais c'est pas parce que tu te connais très, très bien en tant qu'ami que tu te connais très bien dans le business. Et je pense que c'est la communication. Dans tous les cas, c'est clairement la communication qui a fait que parfois, je lui dis, écoute, là, je ne te parle pas en tant qu'ami, je te parle en tant qu'associé. Et je pense que c'est vraiment important de creuser. On fait beaucoup de séances parce que moi, c'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin, qu'on se connaisse par cœur.
vraiment par cœur. Je sais que par exemple, parfois, si je suis un peu énervée ou je suis fatiguée, je lui dis dès le matin, je dis écoute là, sur 100. Tous les matins, on se demande sur 100 à combien on est. La météo. La météo, tous les matins. Donc je sais que si par exemple, elle me dit je suis à 20, je me dis ok, aujourd'hui, je vais pas la challenger, elle va être triste. Donc vraiment, c'est hyper important, mais c'est quelque chose qu'on a construit avec le temps. C'est pas du tout venu du jour au lendemain. Et puis, c'est vrai que ça se passe très bien, on communique et on s'entend bien. Je parle souvent de relations de couple, pardon. Parce qu'en fait, quel que soit le type, alors évidemment, tu es moins un type que si ton couple, c'était de l'amour, mais en fin de compte, c'est une forme d'amour aussi. Là, c'est une amie d'enfance. Ouais. Des associés, c'est de la relation. Oui. En général, l'entrepreneuriat, tu fais pas que 35 heures, donc tu es presque plus souvent avec ton associé qu'avec ton mari ou ta femme. C'est très souvent ça. Complètement. Et je l'aime énormément. Et on s'est toujours dit que notre relation amicale était bien plus importante que le business. Je préfère, mais 1000 fois, et ça peut pas être très idéaliste, je préfère 1000 fois perdre Pauline que perdre Margot. Ça, c'est vraiment... c'est une belle déclaration. Non, mais... Et puis elle le sait, je lui dis tout le temps, vraiment, on est tellement amis. On s'adore, quoi. On se parle toute la journée. Ouais. Du coup, si une personne tierce, c'est-à-dire un investisseur, arrive chez vous, est-ce que vous acceptez ou vous refusez ? Pour l'instant, on refuse, clairement, parce qu'on est bien toutes les deux. Et c'est vrai que le ménage à 3, c'est peut-être pas forcément notre spécialité. On est très équilibrés, là, à 2. Il faudrait que ce soit vraiment une personne qui en a vraiment extrêmement confiance et qui nous apporte vraiment quelque chose. Je pense que le profil qui nous manquerait le plus, c'est l'aspect justement plus finance, plus chiffres. Même si Margot est plus douée que moi avec les tableaux Excel. Mais une personne effectivement très très finance nous manquerait. Mais c'est très dur de trouver. Nous, ça fait déjà depuis du coup août 2021 qu'on travaille sur Pauline. Tu vois, t'imagines faire rentrer une troisième personne Ça vient chambouler beaucoup. Ouais. Je ne vais pas citer des noms, mais j'ai rencontré plein de personnes qui ont choisi de faire rentrer des investisseurs au Business Angel. Et c'est une autre vie, c'est un chamboulement, comme l'arrivée d'un enfant en fait. Ouais. On n'est pas là pour dire du négatif positif, c'est simplement dire oui, il y a un changement, tu ne reviens pas en arrière. En fait, ton entreprise, ton produit, ton service change complètement. Oui, et je pense qu'il y a aussi un temps pour tout, dans le sens où on vend nos confitures depuis septembre 2022. Là, on est en février 2024. Il a quand même fallu un vrai temps, déjà pour se chercher, pour chercher notre branding, notre produit, notre positionnement, nos prix, notre distribution. On vend en B2B et en B2C. Nos clients, vraiment avoir cette preuve de ce qu'on fait. Et là, on est en train de stabiliser et justement de mettre vraiment les efforts où on sait que ça marche. Mais faire rentrer un investisseur trop tôt, pour moi, ça a tellement pas de sens. Parce que tu sais même pas ce que tu veux faire de ta boîte, que tu es déjà en train de le pitcher et de lever de l'argent sur un deck que tu n'as même pas prouvé, tu n'as même pas fait de chiffre d'affaires. Je trouve ça lunaire, quoi. Juste pour dire, sur LinkedIn, j'ai levé des fonds. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Enfin, en soi, c'est toi et ta boîte, c'est ce que tu veux en faire. Donc, tu mettras plus de temps. Nous, on veut... Là, sur notre première année, nos 16 premiers mois, on est déjà rentable. Et c'est ce qu'on cherche depuis le début. On fait hyper attention à nos coûts, à nos dépenses depuis le début. Alors, c'est vrai qu'on ne s'enflamme pas. On a, comme je te disais justement un peu avant en off, on n'a toujours pas de fiche de paye. Donc, c'est quand même un truc qui te fait flipper aussi. Surtout que nous, on n'a jamais eu de CDI. On a entrepris... moi, j'ai du coup monté ma première boîte. J'avais 22 ans. Et puis, j'ai jamais eu de vraie expérience en CDI. Donc, ouais, de toute façon, je compte pas sur la retraite, mais... non. Voilà. On t'a très certainement déjà proposé des levées de fonds, d'investir. Tu leur as répondu de quelle manière, en fait, ça n'a pas dû être facile. Ou certains, à l'inverse, diraient... on a dû te dire, non, mais je peux faire x10 sur ton chiffre. On est en plein dans la tendance. On le voit avec les émissions phares du moment sur la start-up. Mais je pense que ce n'est pas forcément le modèle qui convient à tout le monde, même sur un produit comme le tien. Non, pas du tout. Et surtout sur un produit comme le mien. Je pense qu'on est dans la food, on est dans la confiture, on est sur un produit qui est concret. Et en fait, on n'est pas sur de la tech ou un SaaS ou quelque chose de moins concret et de digital. Ou alors,
on est quand même sur aussi un produit où, pour commencer, alors il nous a fallu des fonds, on a fait une campagne de crowdfunding, on a fait un premier petit prêt, mais de 30 000 euros, et on avait 10 000 euros de capital. Donc, ça prouve bien que tu n'as pas non plus besoin de 100 000 euros pour commencer une petite activité. Et après, tu commences. Si tu maîtrises bien tes prix, bien tes marges surtout, et ton bénéfice, ça peut que marcher, ça prend plus de temps. Alors effectivement, on nous a fait déjà beaucoup de propositions, et surtout quand on passe à la télé, qu'on a de la médiatisation, évidemment, ça fait ramener du monde. On les écoute toujours. Moi, je suis très, très ouvert d'esprit, j'écoute les propositions. Maintenant, je pense qu'on ne se laisse pas berner, et que les paroles, c'est pas quelque chose qui nous... Enfin voilà, je pense qu'on a quand même les pieds sur terre. Je sais pas, on n'est pas dans le côté on veut faire une start-up, ça fait cool de lever de l'argent, on s'en fout. Oui, mais c'est bravo. Alors après, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, Oui. mais de ne pas tomber dans le piège des startups ou des entreprises qui font des millions. Je pense que à force d'écouter, d'interviewer des entrepreneurs dans tout niveau, il n'y a pas de recette miracle sur le bonheur face au travail. Et c'est vrai que des fois, on se dit j'ai pas fait 1 million, j'ai pas levé 1 million, j'ai pas une valo qui a tel. Je pense que il n'y a pas de règle. Il y a pas de règle. Et peut-être que si on se revoit dans 5 ans, tu vas me dire j'ai fait 2 levées de fonds. À l'époque, j'étais pas assez mature. Et ok. Complètement. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps se remettre en question. Bon, c'est ça qui est épuisant aussi. Oui. Mais tu te remets en question en permanence, et il faut s'écouter. Là, à l'instant T, on reste toutes les deux. Effectivement, si dans 6 mois, on a une proposition incroyable qui est alignée avec nos valeurs, avec notre vision, qu'on connaît bien là où les personnes, pourquoi pas. On reste hyper ouverte. Mais savoir dire non, je pense que c'est important au début, surtout quand tu n'as pas confiance en toi ou quand tu comprends pas forcément la valeur ajoutée. Nous, quand on a dit même à nos proches, même quand j'ai dit à mes parents, je devais quand même, je sais pas, bosser en cabinet de conseil ou commencer un peu ma vie avec ce qu'ils considèrent quand même un peu plus prestigieux que faire des confitures. Mais ils ont vite compris aussi que j'avais assez d'ambition, et que pour moi, Pauline, c'est la confiturière de demain, en fait. Qu'on a envie de dépoussiérer cette industrie, et que mon objectif, c'est pas non plus de vendre 50 000 pots par an. C'est de faire un super bon business, et d'être aligné avec mes valeurs. Entreprendre au féminin, c'est pas très courant. Ça se développe de plus en plus. Avec le recul de 15 ans, je vois de plus en plus dans des domaines tech qui peuvent être un peu plus masculins, ou de l'entreprise un peu plus costaud, notamment des startups, avoir des femmes chefs d'entreprise. Est-ce que tu as déjà entendu des choses? Est-ce qu'on t'a déjà dit? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des femmes qui veulent se lancer dans une entreprise, dans un produit, comme toi, dans une start-up? Tu lui dirais quoi, ou tu leur dirais quoi? Mon meilleur conseil, mais que ce soit homme ou femme, ne pas écouter le conseil d'une personne qui n'a pas la vie que tu veux avoir. Ça, merci de le dire. Honnêtement, ça, c'est, si je pouvais dire une chose, s'il y avait une information de ce podcast, ça serait celle-ci. Honnêtement, même quand on est arrivé, quand on a commencé, on a fait partie d'incubateurs, par exemple, et des personnes qui n'ont jamais monté de boîte, qui nous donnaient des conseils. Donc, je veux bien avoir des conseils, je suis ouverte à tout, mais quand on te dit absolument tu dois faire ci, tu dois faire ça, alors que tu n'as jamais monté de boîte et que tu bosses dans une école, non. Juste non. Et au début, tu n'as pas assez confiance en toi, donc tu écoutes. Et c'est très, très, très dangereux. Ça me fait vraiment penser, tu sais, à tes potes quand t'es jeune et qui te disent « Non, mais pour draguer ce mec, je te conseille ça. Et puis pour ton enfant... » Alors, il n'a jamais de relation sérieuse, voilà, et il n'a pas d'enfant. Ouais. Donc, tu peux donner des conseils, bien sûr. Moi, je me permets des fois de dire, mais je dis peut-être que... Mais dans l'entrepreneuriat, je pense que si tu n'as jamais été entrepreneur, tu ne peux pas vivre ce qu'on vit. Alors oui, on a des nuits blanches, oui, on a des cernes des fois en fin de semaine. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Oui, et je pense que c'est aussi, quand on donne un conseil, il faudrait apporter beaucoup plus de nuances. Par exemple, moi, avec du coup mon histoire, cet œil-là, et à l'instant T, là en février 2024, je te dirais de faire ça. Maintenant, toi, avec ton histoire et ton caractère, quand Margot, je lui donne parfois des conseils, mais je dis on est très différents. Donc moi, j'aurais agi comme ça, toi, t'agis comme ça. C'est ok. Enfin, je veux dire, on est tous très différents. T'as pas de conseil type.
mais il faut croire en soi. Et pour croire en soi, il faut se connaître. Et ça, c'est très compliqué. Mais l'entrepreneuriat t'aide à te connaître. Moi, l'entrepreneuriat, clairement, m'a sauvé la vie en soi parce que je pense que j'aurais jamais été aussi heureuse et évoluée dans ma vie. Et j'aurais jamais fait autant de choses si j'avais pas entrepris. Et j'ai l'impression que j'ai carrément level up dans ma personnalité, dans mon caractère. Mais sans entrepreneuriat, je pense pas. Entrepreneuriat, un invité une fois m'a dit c'est une véritable thérapie à cœur ouvert justement. On ne peut pas faire semblant. À un moment donné, les démons, le côté sombre reviendra si tu n'es pas aligné avec ton service ou ton produit. C'est un peu ça. C'est complètement ça. Ouais. Si tu avais peut-être un autre conseil à donner aux entrepreneurs femmes ou hommes, hein, parce que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on ne peut pas donner de conseils aux hommes, ce serait quoi? À part croire en soi, c'est vrai que c'est ma grand-mère qui me disait toujours ça. Du coup, pas Paulette, mon autre grand-mère italienne, qui va piano, va lontano, donc qui va doucement, va loin. Et je pense qu'il faut toujours voir très long terme. 2023, ça a été une vraie année aussi où je me suis beaucoup remise en question. Je me suis sentie très seule. Parce qu'évidemment, quand tu entreprends, tu fais quand même un bon tri dans tes proches et dans les personnes qui t'entourent. Et c'est très déstabilisant. Parce que tu peux avoir des personnes qui te disent non mais t'as changé ou t'as pris la grosse tête. En fait, c'est juste que tu te rends compte qu'il y a des personnes qui sont plus du tout alignées avec ce qui t'es. Et mon conseil, c'est de te projeter dans 10, 15, 20 ans, comment tu as envie d'être. Et est-ce que ces personnes, est-ce que vous allez pouvoir évoluer ensemble? Si c'est oui, tu les gardes. Si c'est non, je suis désolée, même si ça fait mal, je pense qu'il faut s'en détacher. Et à chaque fois qu'on me donnait ce conseil de « Ah, Marion, t'es pas assez bien entourée, il y a ça », je suis jamais été aussi heureuse depuis que je suis bien entourée. Alors, j'ai beaucoup moins d'amis, ça c'est sûr, mais des amis qui sont hyper là, hyper stables et hyper présents et super alignés avec qui je vais être dans 10 ans et qui m'aident à avancer. Toutes les personnes qui vous ralentissent, mais même de 2 minutes, pour moi, il faut zapper tout de suite, quoi. Lors d'une précédente interview avec une entrepreneuse à succès, elle disait que son entourage elle a fait un reset complet sur son entourage, par choix, mais aussi par défaut, parce que ces personnes-là ne la soutenaient plus déjà. Donc c'est vrai que de recevoir, déjà, on a des journées parfois difficiles sur différents aspects. Et c'est vrai que si l'entourage ne te soutient pas, c'est compliqué, encore plus dans la vie perso. Mais c'est surtout que quand tu es salarié entrepreneur, tu n'as pas la même façon de voir, le même mindset. Et c'est OK des deux côtés, hein, il n'y a pas de jugement. Mais après, ton entourage évolue. Et pour soutenir, un vrai ami va te dire « tu fais de la merde », ok, c'est super là, mais il va argumenter ou elle va argumenter derrière. Et du coup, forcément, ça évolue. Et très souvent, les changements de vie professionnelle changent la vie perso, parce qu'il y a un décalage qui se crée. Donc, cette ambition, comment tu gères la vie pro-perso, le lien entre les deux? Ça, c'est vrai que c'est le grand débat. Je pense que t'es jamais, parce que tout le monde cherche l'équilibre, t'es jamais équilibré de la même manière, surtout, tu vois, je dis toujours que tu peux pas être une bonne amie, une bonne sœur, une bonne fille avec tes parents. Tu peux pas tout avoir. Tu sais, sur la table, tu as les 4 piliers avec la famille, l'amour, les amis et le travail. Bien sûr que le goal ultime, c'est d'avoir les 4 alignés, mais ça vient pas du jour au lendemain. C'est un vrai travail. Et ce que je disais encore à une amie hier, c'est que si même tu avais les 4 tout de suite à 25 ans, ça serait hyper boring. Enfin, ce serait chiant, tu vois. Regarde, même les princesses dans Walt Disney n'ont pas tout de suite. Exactement. Donc, je pense que c'est vraiment une question de temps. Il faut être patient. Alors, j'étais vraiment très impatiente. J'étais aussi très stressée. Quand j'étais toujours très angoissée. Pour te dire, j'avais un planning Excel de vie. Tellement j'avais besoin de contrôler, d'anticiper ma vie 6 mois après. Et en fait, l'entrepreneuriat, vu que tu as tes merdes, de toute façon, toute la journée, tous les jours, je suis devenue complètement... Ça me passe totalement dessus. Je sais que je vais le gérer ou pas, mais t'as plus mort d'homme, tu vois. Et c'est vrai que j'ai toujours été dans le privé, donc ça a toujours été... voilà, on avait une petite vie assez encadrée. J'avais pas forcément de problèmes
Honnêtement, de mes 0 à 18 ans, j'avais pas de soucis. J'étais dans ma petite bulle dorée avec ma famille, j'étais très bien. Et l'entrepreneuriat te met des bons coups, mais tu grandis comme ça. Donc, Et ça te forge finalement. ben, complètement. Je ne serais pas du tout la même personne. Je pense que je serais hyper ennuyeuse si j'étais restée dans ma zone de confort. Et puis comme il n'y a jamais de hasard, on en parlait en off, hein, les choses arrivent justement. On t'a vu dans quelques émissions un peu connues, notamment Egal M6 pour pas les citer. Ouais. Comment tu as géré ça? C'est quoi le retour? Parce que c'est quand même des milliers d'audiences. Millions. Comment tu gères ça du coup? Alors c'est vrai que du coup, la victoire du championnat du monde en août 2023, ça a été très 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 compliqué à gérer. Bien sûr, on montre sur les réseaux et c'est génial tout ce qui arrive parce qu'on est passé en 12h45 de M6, 13h de TF1. Je pense qu'on a eu des dizaines de tournages à la télé, à la radio. C'est une explosion, mais du jour au lendemain, j'ai mon téléphone qui sonnait 150 fois par jour. Et en fait, tu culpabilises parce que tu te dis, il y a 2 semaines, il y a encore personne qui me calculait. Aujourd'hui... J'avais 3 réactions sur Insta ou LinkedIn. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 150 appels. Je vais passer pour une meuf désagréable si je décline. Et j'ai culpabilisé parce que tu sais, tu as envie d'être partout. Tu as envie de dire oui à tout. Et c'est une période où je me suis complètement cramée. J'en ai pas du tout parlé, même sur les réseaux. J'ai eu une acné, mais de dingue. J'ai jamais eu de problème de peau de ma vie. Oui. Et en fait, un stress, mais je dormais, franchement, je dormais plus. J'étais complètement comme ça, je réfléchissais à tout, etc. Et du coup, on avait beaucoup de choses. Donc, du jour au lendemain, ça a propulsé. Et donc, bien sûr, c'est génial quand tu as une journaliste de TKLM6 qui t'appelle, coucou, on fait un reportage sur vous. Bon, voilà, moi, l'émission avec Mac Lesguy, tous les dimanches soirs, on regardait avec ma famille. C'est une référence. C'est hyper iconique, donc tu te dis ouais, c'est un petit truc que tu coches, mais aussi c'est pas du tout une fin en soi, dans le sens où je sais que ma première radio c'était sur Europe 1 avec Elisabeth Assayag en janvier 2023, donc il y a plus d'1 an maintenant, et j'étais comme une dingue. 2 semaines avant, j'avais appris ça, j'y pensais tous les jours, je me suis dit waouh, c'est dingue. Et en fait, quand tu le fais plusieurs fois, quand tu as plein de passages, c'est devenu tellement habituel, enfin c'est plus quelque chose qui te fait vibrer parce que tu l'as fait. Et c'est là aussi où tu te rends compte qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui te rend heureuse. Ce qui te rend heureuse, c'est pas de passer à la télé. Oui, c'est cool, je l'ai mis dans ma bucket list, c'est fait, c'est trop bien, ça m'a aidé un peu d'un point de vue business, mais c'est pas une fin en soi, c'est comme l'argent, tu vois. Moi, je suis une amoureuse des animaux. Moi, tu me mets dans la nature avec un cheval et mon chien et un bon café, je te jure, je suis la plus heureuse du monde. Tu vois, donc tu reviens aussi aux choses super simples. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que dans les projets à succès, bien sûr qu'il y a une motivation de l'argent, bien évidemment, ou en tout cas pour certains, mais je pense qu'il faut vraiment quelque chose qui t'anime tous les jours. Ou alors ça va pas durer longtemps, ça dure 2-3 ans, voire 5 ans, et après tu arrêtes. Mais cette vraie passion, je l'ai vue dans les yeux de plein d'entrepreneuses que j'ai eu la chance d'interviewer, et tu sais que c'est le projet qui t'anime. Normalement, tous les matins, moi c'est ce que je dis souvent à des clients, il n'y a pas un jour qui se ressemble, et chaque matin, je suis heureuse. Ce matin, j'étais heureuse, je me disais, c'est trop cool, je vais voir Marion, elle va me raconter son histoire, il y a des gens passionnants, peut-être que quand on va rediffuser l'interview, il y a peut-être une entrepreneuse dans, je sais pas, Clermont-Ferrand, qui va dire, moi je vais lancer un produit parce qu'il y a une histoire dans ma famille où ça me fait sens, et je pense que c'est ça qui doit nous motiver chaque matin. Ah, mais les messages, et du coup, depuis que je publie sur LinkedIn, honnêtement, ça a complètement changé ma vie, hein, clairement. La création de contenu sur LinkedIn, et je publie quelques fois par semaine, mais tous les messages que je reçois, ou coucou Marion, je viens aussi de la même école que toi, ça m'a donné envie d'entreprendre, pour ça m'a inspiré, ça m'a éclairé là-dessus. Non, mais en fait, c'est bon, c'est tout gagné, tu vois. Tu peux pas rêver mieux de, tu construis quelque chose. Si tu peux inspirer, même à toute petite échelle, tu plantes des graines dans la tête des gens sur certains sujets. Bon, franchement, je peux pas je peux pas rêver de quelque chose de mieux. Alors si, grandir, le faire à plus grande échelle, évidemment. Mais je pense que c'est un bon début et je pense que par rapport à ça, je sais où je veux aller. Je pense qu'après,
tu fais des choses, il faut qu'on construise, mais après, tu give back. Je pense que c'est ça, la boucle est bouclée après, quoi. J'allais dire, tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans, toujours épanouie, heureuse avec ton projet, ton produit. Ouais, carrément. Je pense que là, on est vraiment au tout début de Pauline. J'aime le développement commercial, ça c'est absolument évident. J'ai envie de développer Pauline en France, mais à l'étranger, avec des grossistes, des boutiques de luxe, des réseaux de distribution. On a encore plein de choses à apprendre, donc je pense on a clairement pas tout vu du tout. On a fait les bases, mais là, il faut vraiment accélérer. Après, j'aime tellement l'entrepreneuriat que potentiellement racheter aussi des nouvelles boîtes, investir. La radio a aussi fait que ça me fait hyper plaisir. Tu vois, là, le moment qu'on passe là, j'adore. Je pourrais faire ça absolument toute la journée. On veut les épisodes mensuels de Pauline, en tout cas de Marion. Franchement, c'est carrément quelque chose que je pourrais faire parce que j'adore ça. J'adore discuter avec des entrepreneurs. C'est ce que j'aime le plus au monde. Donc, faire ça et développer plein de projets. Peut-être dans le futur retrouver des recettes, des lives de ce que vous composez, l'envers du décor. Peut-être, voilà, c'est des idées qui me viennent comme ça, donc ça pourrait être chouette. Des cours de cuisine, c'est prévu bientôt. Ah, voilà. Si aujourd'hui il y avait ta grand-mère avec nous dans les studios, tu aurais envie de lui dire quoi ? Déjà, merci pour tout l'amour effectivement qu'elle a donné à tous ses petits-enfants. Hein. C'est vrai que mes parents sont entrepreneurs, donc ils étaient très occupés. Je passais beaucoup plus de temps, limite avec ma mamie, dans la cuisine. Donc, c'est une chance. C'est une vraie chance de pouvoir passer du temps avec ses grands-parents. Donc, merci pour la transmission. Merci pour les recettes, les bons moments, l'amour. Ça forge vraiment aussi des enfants. Et merci pour ces bons tips et surtout les confitures de légumes. Qui t'ont bien accompagnée. C'est clair. Et la petite Marion de 5 ans, aujourd'hui elle est en face de toi. Ouais. Tu lui dis quoi ? C'est marrant parce que j'y ai pensé ce matin dans le train. Ouais. Et j'ai appelé justement mon père en lui disant ça. C'est que je suis certaine que la petite fille de 5 ans, et à 10 ans, on est parti à Londres avec mes parents pour un petit voyage. Et on est arrivé dans la City. Et j'ai vu plein de femmes en tailleur, en costume arriver. Et j'avais demandé à ma mère, qu'est-ce qu'elles font, ces femmes ? Et ma mère m'a juste dit, elles font du business, quoi. J'avais dit, moi, je veux faire ça. Mais c'est un peu arrivé, mais tu vois, c'est pour ça que je suis aussi souvent en blazer. J'avoue, j'aime beaucoup. Et tu vois, le fait de venir là sur Grenoble pendant une journée, d'échanger avec toi, parler business, de revenir sur Paris, de m'évaluer tout ça, je pense que c'est exactement ce dont je rêvais quand j'étais petite. Créer des projets, échanger, avoir cette vie un peu, cette fast life. Tu vois, la semaine dernière, j'étais à Singapour, à Bali. Je suis à nouveau sur Paris. Je suis à Grenoble. Je reviens sur Paris. Je retourne en Alsace. Je voyage. C'est exactement la vie que j'avais envie de vivre, en fait. Du coup, tu lui dis quoi aujourd'hui ? Je lui dis que ça ira, que ça va aller, que t'inquiète pas, ça va être dur, que ça va être très dur, que je vais douter. Que je vais douter énormément et que parfois, tu as envie de tout abandonner. Je connais aucun entrepreneur qui n'a jamais eu envie d'abandonner. C'est évident. Mais il faut savoir quoi faire pour changer ce mood-là. Ça, au début, quand tu sais pas, tu vas pas bien, mais tu sais pas ce qu'il faut faire. Et ça, c'est dangereux parce que du coup, tu restes un petit peu dans ton mal-être. Je sais que, contrairement à Margot, qui est beaucoup plus équilibrée que moi, soit je suis à 0%, soit je suis à 100%. 95% du temps, je suis à fond, je suis en feu. Mais par contre, les 5% quand je suis à 0, c'est très, 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 très compliqué. Donc maintenant, je me connais et je sais exactement quoi faire. Mais si je n'avais pas voyagé toute seule, j'aurais jamais su quoi faire quand je vais pas bien. Donc je pense que ça, c'est important. Se connaître, c'est ce que tout le monde dit, mais c'est la clé, quoi. Et le dernier mot que tu voudrais transmettre aux internautes qui nous regardent aujourd'hui pour conclure notre échange, ça serait quoi ? Croyez en vos rêves. Franchement, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. L'exemple d'il y a quelques semaines, moi j'avais vraiment envie de parler à Michel et Augustin. C'était vraiment mon goal depuis des années. Et j'ai jamais réussi à entrer en contact avec eux. Déjà, ils ne m'acceptaient pas sur LinkedIn. Et j'ai jamais réussi à avoir leur contact. Et un jour, je me suis dit, Marion, tu sais quoi ? Tu vas faire un post LinkedIn et tu vas dire que tu veux les rencontrer. Oui. Fais appel à ton réseau. Voilà. Dans la journée, déjà, je poste le post LinkedIn. En 10 minutes, j'ai plein de personnes qui m'envoient le numéro de Michel Augustin. Voilà. Augustin, du coup, me répond.
Et il me dit avec plaisir pour échanger. 5 jours après, j'ai un appel avec lui de 30 minutes. C'est vraiment, enfin, c'est l'exemple même de tu veux quelque chose, fais et ça va arriver. Je crois pas du tout en la chance. Hein. Pas du tout, c'était pas du tout une question de On chance. provoque notre chance. Tu la provoques, tu fais que la provoquer, tu rencontres des gens. Et voilà, j'avais envie de quelque chose, j'ai fait un post LinkedIn. Au pire quoi, ça aurait pas fonctionné, c'est pas grave, ça a marché. Et franchement, s'il y avait une chose à retenir, c'est ça. Merci pour toutes ces informations précieuses et surtout avoir creusé ton histoire, d'être venue. C'est chouette. Merci à toi, c'est toujours un plaisir.